autre train de mesure de 120 milliards pour que l'on prolonge les prestations de chômage. Ce train de mesure n'est pas encore adopté, n'a pas encore été adopté par le Congrès. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de qui reçoivent plus de prestations. Ça explique d'ailleurs pourquoi un certain nombre de salariés ont dit avant on recevait des allocations pendant 3 mois, puis 6 mois. Si on arrive à 12 mois, 15 mois, 18 mois, maximum de 2 ans maintenant. Donc c'est un changement structurel très important. Les États-Unis, c'était l'exemple de la flexibilité. Et l'Europe, c'était l'exemple de la sécurité. Alors maintenant, tout le monde voulait mélanger les deux avec la flex-sécurité. Les États-Unis se dirigent maintenant vers davantage de protection, c'est-à-dire vers un modèle plus européen. Et dans le même temps, les Européens envisagent, considèrent leur propre système, se demandent si il est encore valable. Bref, avant d'ouvrir les questions, je voudrais dire je crois que c'est à 15 heures, oui, c'est ça, à 15 heures aujourd'hui, il y aura un débat à la BBC World, la chaîne BBC World, qui sera enregistrée ici, à l'OCDE. La question, c'est pour faire correspondre les qualifications et les emplois, est-ce que la réponse, c'est la migration, ce sont les migrations. Donc les questions que nous discutons aujourd'hui seront débattues par un certain nombre de participants. D'ailleurs, Nick Garing est parmi nous aujourd'hui. C'est lui qui va animer le débat. Donc vous êtes tous invités à nous rejoindre pour voir peut-être un autre éclairage de toutes ces questions. Les ministres des Finances à Busan, le G20 à Toronto, à chaque fois que l'on se réunit, eh bien on parle de la même chose finalement, hein, on parle des mêmes questions. Voilà. Merci. Donc nous avons des micros. Mitchell, DNA. Vous avez parlé du défi qui consiste à réduire les déficits et à réduire le chômage en même temps. Est-ce que ce n'est pas là la quadrature du cercle? Ça semble impossible. Si vous pensez que c'est possible à faire, comment faudrait-il faire à votre avis? Et est-ce que vous pouvez nous donner davantage de détails sur l'emploi des seniors qui aurait augmenté pendant la crise? Sur le premier point, je veux dire que toute la question de savoir si on commence à assainir les finances publiques ou si on continue d'adopter des mesures de relance, c'est un faux problème. C'est ce que l'on appelle en baseball un moment Yogi Bear. Parce qu'il disait, quand on arrive à la croisée des chemins, il faut prendre la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il faut faire les deux à la fois. Alors personne ne dit, bien sûr, qu'il faut retirer les mesures de relance. Mais ces trains de mesures de relance sont maintenant en train de se terminer, de s'épuiser. Si c'est déjà fait. Deuxièmement, la stimulation monétaire reste valable. Les taux d'intérêt sont nuls partout, sauf peut-être en Inde, en Australie et au Royaume-Uni d'ailleurs, où il y a certaines tensions qui s'exercent. Mais ce sont des ajustements à la marge. Pour l'essentiel, les taux d'intérêt sont égaux à zéro dans les économies de l'OCDE, dans la plupart des pays en développement d'ailleurs. Ça reste très bas. Donc cette mesure de stimulation monétaire n'a pas encore été supprimée. Ça ne risque pas d'être le cas, à mon avis, d'être le cas cette année ou même une partie de l'année prochaine. Alors, comment à la fois réduire les déficits, réduire les dépenses budgétaires et
l'endettement. Eh bien, le problème, c'est que cet endettement est de plus en plus perçu comme impossible à soutenir. Il n'est pas nécessaire de réduire dès maintenant, mais il faut déjà annoncer ce qu'on va faire aujourd'hui. D'ailleurs, certains pays n'ont plus le temps de faire ces annonces. Ils sont déjà entrepris des réductions du déficit et des dépenses pour des raisons liées au marché. Je pense à la Grèce, par exemple. Bon, les Français, les Italiens, le Royaume-Uni, les Allemands disent on va commencer, mais ça commencera sans doute pendant l'exercice 2011. Les exercices budgétaires vont soit d'octobre à septembre ou d'avril à mars. Et ça poursuivra jusqu'en 2014, 2015, 2016. L'amendement constitutionnel allemand, c'est l'équilibre budgétaire 2016. Pour les Länder, c'est 2020. On a envisagé en Italie la possibilité d'un amendement constitutionnel. M. Berlusconi, M. Ramonti ont annoncé des programmes. Le Royaume-Uni vient d'annoncer un programme d'ajustement très sévère. Bref, il y aura encore un budget. Mais la croissance du budget sera plus faible que ce qui était prévu, et même, dans certains cas, le budget va être réduit. Il n'en reste pas moins que ces budgets restent volumineux. Alors la question est de savoir ce qu'on met dans ce budget. Et ce que nous disons, nous, c'est ceci. Dans les budgets qui vont être soumis à beaucoup de pression, de tension, il y aura beaucoup de contraintes, eh bien, il ne faut pas réduire tout ce qui concerne le financement, l'activation du marché, l'information, la recherche et le développement, l'éducation. Ça, il ne faut pas y toucher, parce que c'est là les prémices de la croissance future. Il ne faut rien toucher à tout ce qui concerne la croissance verte. Et laisser les marchés ouverts pour le commerce et l'investissement. Parce qu'avec une faible croissance, avec un fort chômage et des déficits élevés, eh bien, on sera extrêmement tenté d'adopter des mesures protectionnistes pour gagner quelques voix aux prochaines élections. Il y a beaucoup de clients qui aimeraient que l'on fasse ça. Et les leaders politiques, les responsables politiques doivent rester fermes et résister à cette tentation. Donc il faudra réduire avec beaucoup de soin. Il ne faudra pas simplement couper à la hache des gros morceaux du budget. Il faudra faire du rabotage fin plutôt que de manier la hache. Néanmoins, il y a des priorités. Et certaines de ces priorités, si vous les conservez, pourraient vous amener à une croissance plus soutenue. Vous voulez parler des seniors? Je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme ça quand vous parlez de travailleurs âgés. En tout cas, il y a pour moi 3 raisons qui expliquent pourquoi l'emploi des seniors s'est bien tenu pendant la crise. D'abord, il faut voir la composition sectorielle de la crise, c'est-à-dire les secteurs qui ont été les plus durement touchés. Le bâtiment, les industries manufacturières lourdes, c'est généralement les secteurs dans lesquels les travailleurs plus âgés ne sont pas tellement représentés. Donc ça a facilité les choses. Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu'avant la crise, de nombreux pays avaient déjà mis en place des politiques pour modifier les systèmes d'incitation aux pré-retraites, c'est-à-dire que les personnes âgées, les travailleurs plus âgés, étaient moins incités à prendre leur retraite plus tôt, comme il l'était une décennie auparavant. Et il est évident que ces réformes ont un impact, avaient déjà un impact avant la crise. Troisième raison qui est plus évidente, de nombreux travailleurs salariés, anciens, âgés, ont subi des fortes baisses de leur patrimoine avec la chute des marchés boursiers. Et surtout dans les pays où
les retraites sont alimentées par les économies, par l'épargne et par le patrimoine. Et il y a des gens qui ont perdu un tiers de leur patrimoine en raison de la crise financière. Le seul moyen pour ces personnes de récupérer le niveau de retraite, c'est de continuer à travailler ou, s'ils avaient déjà pris leur retraite, de revenir sur le marché de l'emploi et chercher de l'emploi. C'est un effet qui a été très important dans les économies telles que celles des États-Unis, du Royaume-Uni, où les pensions privées occupent un rôle beaucoup plus important qu'ailleurs et où les pertes de niveau de retraite privée a été plus élevée pour les ménages. Donc voilà les trois explications. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Il y a un point supplémentaire qui est important, surtout pour les pays européens. Dans un certain nombre de pays européens, les entreprises se sont adaptées au début de la récession en ne renouvelant pas les contrats temporaires, contrats de durée déterminée. Et c'est généralement les plus jeunes qui occupent ces emplois. En Espagne, c'est 40%, 17% pour la moyenne de ces deux. Donc la première manière de s'adapter, c'est de ne pas renouveler les contrats temporaires et de nombreuses personnes qui avaient ces contrats ont perdu l'emploi. Les personnes plus âgées avaient un emploi de durée indéterminée, donc ils ont été davantage protégés. Ce qu'on dit, c'est que le taux de chômage moyen dans l'OCDE, c'est de l'ordre de 8,6, 8,7 par là. Alors, ce qu'il vient de nous expliquer, c'est que chez les jeunes, chez les jeunes, le pourcentage est 2 fois plus élevé. Le double. Bon, voilà, c'est des moyennes. Hein. Encore une fois, je précise, ce sont les moyennes. Mais, prenons par exemple le cas des États-Unis. Eh bien là, un sur 4, une personne sur 4, des jeunes, un jeune sur 4, quoi, se trouve au chômage. Prenons la France, 1 sur 3. L'Espagne, 1 sur 2. Bon, je ne parlerai pas de l'Irlande. Hein. En fait, ça semble s'améliorer un petit peu, là-bas. Le problème, c'est que si vous avez un univers de personnes où la crise a sévi, a touché cet univers de manière particulièrement dure, et il ne s'agit pas de pas de chance, c'est qu'il y a des conditions qui ont été créées où vous avez ce système à 2 vitesses, pas de protection pour les jeunes, trop de protection pour d'autres, incapacité au niveau du marché, manque d'accès, etc. Et, par ailleurs, on a même expliqué à ces jeunes, si vous étudiez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça en vaudra vraiment la peine. Il s'agit d'un investissement pour les jeunes. Il s'agit bien d'un investissement parce qu'il leur faut payer, ou en tout cas ne pas gagner de l'argent pendant qu'ils étudient. Donc, il s'agit d'un investissement. Eh bien, cet investissement, ça se traduira par un rendement parce que vous allez plus que le récupérer. Or, ce n'est pas le cas. Ceci induit des effets économiques, sociaux, politiques, sans parler de la dignité humaine, enfin, surtout chez les jeunes. Mais c'est particulièrement marqué, c'est particulièrement dur, si vous voulez, c'est une caractéristique particulièrement pénible que l'on constate dans le cas de cette crise. C'était le cas de l'Espagne, où il y a une réforme laborale en cours. Quelle est votre opinion sur les contenus de cette réforme laborale et sur le fait aussi qu'elle a été faite finalement sous la pression du marché et pas avant, quand vous la recommandiez déjà? Et aussi, quelle autre mesure serait nécessaire dans les cas espagnols pour faire redémarrer l'emploi? Oh, c'est vrai en effet qu'on avait recommandé la flexibilité du marché du travail et je comprends pourquoi ce sont des décisions qui sont difficiles politiquement. Moi, j'ai eu en effet un déjeuner avec les deux plus importants leaders des travailleurs, hein,
la CGT y la Comisiones Obreras.